Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On va parler de sexualité dans le couple. Elle est importante, j'oserais même dire essentielle. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que pour qu'elle reste là, présente, il est indispensable de ne pas laisser son désir sous la pile des dossiers. C'est une expression qu'utilise mon invité Philippe Arlin et que je trouve assez imagée. En effet, le désir ne peut parfois être complètement enseveli sous les enfants, le travail, le ménage, le jardinage, que sais-je encore. Bref. En tout cas, Philippe Arlin nous dit que le désir n'est jamais mort, mais en revanche, il peut être tout à fait endormi. Alors, j'aime bien cette comparaison aussi qui est imagée. Le désir, c'est le feu qu'il y a dans la cheminée, et si on laisse trop le feu sans le surveiller, eh bien, c'est vrai qu'il finit par s'éteindre, et c'est bien plus dur de rallumer des cendres froides que de tout simplement entretenir le feu. Donc, je vous propose durant ces 2 heures de vous aider avec Philippe Arlin à entretenir votre désir dans votre couple. Et il me semble que l'idéal, c'est de bien comprendre quels sont les signes avant-coureurs qui montrent que le désir est en train de s'endormir chez votre partenaire. Vous savez, on s'en rend compte, eh bien c'est toujours nous qui sommes obligés d'aller vers lui. Il y a toujours des excuses qui font que, alors c'est parfois des bonnes excuses, mais qui font que on évite le fameux câlin. Bref, on peut aussi se demander si on est tous égaux face au désir. Alors évidemment que non. Alors pourquoi? C'est la question que tout de suite je vais poser à Philippe Arlin. Mais je vous invite vous aussi à venir nous rejoindre. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Vous êtes... oui, pardon. Je vous présente, excusez-moi, mais même si bien sûr on vous connaît puisque vous êtes là très souvent sur Sud Radio, vous êtes sexothérapeute, vous travaillez beaucoup sur la question du désir. C'est d'ailleurs une des raisons principales de consultation de couple. Et donc je vous laisse bien sûr la parole pour répondre à ma fameuse question. Oui, c'est vraiment une des priorités pour les couples et peu y échappe. Il y a un moment d'essoufflement dans le couple. Alors on n'est pas à égalité, il y en aura toujours un des deux. Alors plus souvent l'homme que la femme, mais l'inverse existe aussi, qui va avoir gardé son désir un petit peu comme au début et qui comprend pas pourquoi de l'autre côté ça s'essouffle. Pourquoi les codes utilisés fonctionnent plus? On pouvait mettre la main à certains endroits et maintenant c'est tabou. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent plus comme avant. Alors effectivement, j'utilise cette notion de dossier parce que quand on a trop de choses en priorité, on finit par ne plus pouvoir faire remonter en haut de la pile le dossier de la sexualité. Mais il y a aussi une image qui est très parlante, c'est aujourd'hui, et on le sait tous, on a un téléphone. Si on n'a pas envie d'être dérangé, on va le mettre sur silencieux. Et mettre le téléphone sur silencieux, mettre son désir sur silencieux, c'est pas ne plus avoir de désir, c'est juste dire, pour le moment, là, j'ai la tête dans le guidon, je suis en train de m'occuper des gamins, je suis en train de m'occuper de la maison, je fais les papiers, le boulot me prend la tête, je n'ai pas envie d'être emmerdé, dérangé par un appel incongru, par un désir incongru. Donc, je me mets moi-même en pause. Et c'est tout ça qui est intéressant à comprendre parce que, évidemment, si j'ai pu me mettre sur silencieux, eh bien, je vais pouvoir redonner du haut-parleur à mon désir, je vais pouvoir lui redonner la parole. Mais pour ça, il faut que j'estime que c'est un dossier prioritaire et il faut effectivement le faire remonter en haut de la pile. Donc, c'est tout un travail, mais c'est assez passionnant parce que on voit bien que rien n'est gagné et que si on le laisse faire, eh bien ouais, naturellement le dossier tombe en bas. Alors on sait les chiffres sont à peu près les mêmes d'ailleurs dans d'autres pays. On sait que normalement un couple va durer entre 7 et 15 ans comme ça assez facilement, et c'est à partir de ces, on va dire, de ces 10-15 ans que le couple s'essouffle, et on peut le comprendre d'ailleurs parce que on s'est un petit peu habitué à une certaine routine, etc. Et moi je trouve que ce qui serait pas mal à essayer de développer aujourd'hui pour aider les gens en 2024, c'est de donner les indices qui laissent à penser que notre partenaire n'est plus trop dans le désir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, ça c'est un point de repère important. Je voulais juste apporter une nuance aux chiffres que vous avez donnés, Brigitte.
quand le couple s'essouffle sur les 7-15 ans, paradoxalement, c'est presque comme s'ils trouvaient ça normal. Ceux qui vont venir consulter sont ceux qui ont un problème d'essoufflement au bout de 2-3 ans. Parce que ça peut aussi arriver beaucoup plus tôt. Et ça peut arriver à un moment clé, c'est le moment où la relation devient sérieuse. On passe d'une relation de flirt, de séduction, à un moment où on décide à s'installer ensemble. Alors des fois, le simple fait de se retrouver sous le même toit donne un grand coup dans la libido, ou de décider que ça va être sérieux. Alors si on parle de mariage, ou si on parle déjà de faire des enfants ensemble, c'est vraiment quelque chose qui risque de faire peur et de mettre ce désir sous le boisseau. Effectivement, dans les chiffres, c'est plus vers 7-15 ans que dans un couple, ça peut s'essouffler, on va dire une espèce d'usure naturelle si on n'a pas su le renouveler. Et effectivement, si on ne voit pas les signes à temps, ça va être bien plus difficile. Je suis tout à fait d'accord avec cette image de rallumer un feu est bien plus difficile quand on l'a laissé trop longtemps s'éteindre. Quand j'ai pris l'habitude de ne plus recevoir des appels, eh bien, le moindre coup de fil va me déranger. Donc, se réhabituer au désir, c'est difficile. Il faut pour ça ne pas le laisser disparaître et savoir maintenir eh bien, un petit feu qui bouillonne dans un coin qui nous garantit de pouvoir y faire une grande flambée. Ce qui veut dire ne pas renoncer à la sexualité, c'est-à-dire continuer à avoir des rapports sexuels, même s'ils sont moins évidemment fréquents qu'au début. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Philippe Arlin, et je crois que les auditeurs vont très bien le comprendre, c'est qu'évidemment, quand on se rencontre, il y a l'excitation qui est due à la rencontre, à l'attraction, si je puis dire, de l'autre. Et puis il y a aussi, et c'est ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas, il y a aussi le désir de entre guillemets, hein, l'image, elle est un petit peu, j'aime pas trop cette image, mais elle est assez visuelle, l'image de passer la corde au cou de l'homme, qu'il ait envie de s'engager. Et donc la femme a du désir et des envies sexuelles dans le but de se l'attacher, et une fois qu'il est attaché, elle a plus trop envie. Et ça c'est important à comprendre, parce qu'il y a des femmes dont c'est vraiment le fonctionnement libidinal, et là qu'est-ce qu'on fait justement qu'est-ce qu'on dit à ce genre de femmes? Alors, justement, ça c'est quelque chose que j'explique vraiment dans mon livre, c'est que si on comprend l'histoire des femmes, on comprend qu'historiquement, pour une femme, il était vital de s'attacher à un homme. C'était pas un instinct de possession. C'était que si elle n'était pas choisie, si elle n'était pas épousée, elle avait le droit à rien. Elle n'était pas prise en compte. Et que donc, sa sécurité dépendait de ça. Donc, elle déployait à juste titre tous les moyens en sa possession, et le sexe, évidemment, en fait partie, pour obtenir cette réponse. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus ça, et pourtant, on se surprend à fonctionner encore comme avec ces espèces de vieux réflexes. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, quand ça bascule, c'est presque... Moi, j'ai des patientes qui m'ont dit, mais on est ensemble, maintenant, on n'a plus besoin de ça. En parlant de la sexualité, bien entendu. Et comme si le boulot avait été fait, c'est bon, on est d'accord, donc on va peut-être arrêter de faire des efforts, parce qu'il n'y a plus de raison d'en faire. Ce que je leur dis, et ça se résume toujours à la même phrase, c'est: vous me dites juste que cette sexualité ne vous appartient pas. En gros, c'est un outil que la femme va utiliser pour obtenir un engagement de la part d'un homme. Bon, ça existe aussi de l'autre côté, mais c'est plus rare. Mais ce n'est pas quelque chose qui lui est propre, qui lui appartient, et que donc elle va chercher à continuer à nourrir. C'est-à-dire qu'une femme qui a une sexualité épanouie pour elle-même, c'est pas parce que l'homme en face d'elle s'est engagé, raison de plus pour en profiter encore plus, et que la sexualité continue à s'épanouir. On est dans des cas où, en fin de compte, la sexualité n'est pas à moi, c'est une réponse au désir de l'homme. Et cette réponse, je sais la développer de façon à plaire et à séduire quand il faut, quand je suis amoureuse, mais quand les choses deviennent sérieuses, que ça se pose, c'est bon, il va peut-être pas m'emmerder tous les 3-4 matins, quoi. Et je le dis de manière un peu péjorative, mais mais c'est clair au moins. C'est ressenti comme ça réellement. Et donc, si cette sexualité, c'était aussi, là je me mets dans la position de cette femme, si cette sexualité, c'était aussi mon besoin à moi de prendre du plaisir, je serais ravi d'avoir l'autre à côté de moi qui dit: tiens, ça ne dirait pas qu'on se fasse un câlin, parce que ça viendrait répondre à une envie commune, à une vraie envie de partage. On n'en est pas encore là, mais on va aider les spectateurs à y arriver, parce que
parce que c'est faisable et que c'est un chemin qui est assez simple tout compte fait quand on le comprend et qu'on décide de le faire. À condition évidemment qu'on ait affaire à une femme qui quand même a du plaisir, parce que si la femme sexuellement ne ressent rien ou n'a pas de plaisir, ça va être très difficile d'arriver à la convaincre que c'est son besoin à elle. Vous êtes d'accord là-dessus quand même? Et ça malheureusement, bien sûr, malheureusement, il y a. Mais elle aura déjà des difficultés dans le début de la relation, c'est-à-dire que généralement, même dans le début, elle aura du mal à s'en convaincre que c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est souvent des blocages qui peuvent aussi se lever, même si là, évidemment, ça demande un peu plus de travail. Bon, eh bien, on va voir ce qu'ils nous disent tous. C'est Olivier, je crois qu'on va retrouver dans un instant. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, nous sommes aujourd'hui dans le creux même de la sexualité, cette question du désir qu'on a tendance à confondre avec l'excitation, qui n'a évidemment rien à voir. En tout cas, on peut retrouver aussi tous les conseils de Philippe Arlin dans ce livre Libérez votre désir, qui est sorti en poche dans la collection de la Musardine. Olivier, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, vous êtes un vieux couple, 35 ans. Ouais, 35 ans de vie commune, ouais. Et donc, on a, tout le long de notre parcours, on a souvent vécu, on n'a jamais eu de sexualité, on va dire, débordante et complètement assouvie, parce que ma femme, je pense que ça ne l'intéresse pas, tout simplement. Oui. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que, moi, je voulais participer pour dire que vraiment, je trouve qu'il y a une corrélation entre le manque de désir et ensuite l'affectif, parce que, pour moi, quand ma femme ne veut pas faire l'amour, pour moi, ça veut dire qu'elle m'aime pas, quoi, tout simplement. Et du coup, en fait, je trouve que, donc, avec ces problèmes-là, en fait, on s'écarte, on n'est plus dans l'intime en fait, donc voilà. Et là vraiment, je suis à une période où du fait de plus faire des choses ensemble, voilà, pour moi c'est trop. Je pense que on pourrait dire Olivier que à force cette frustration d'un besoin assez essentiel pour vous, vous a fait moins l'aimer. Oui, aussi moins l'aimer parce que du fait il y avait aussi je veux dire si on se fait des restos, si on se fait des choses en commun, mais en plus, voilà, ma femme, en fait, je pense qu'elle a eu des problèmes pour avoir des enfants. Et à partir du moment où elle a eu ses enfants, je veux dire, c'était eux qui ont pris la place, quoi, en plus, quoi. Donc, il y avait ça aussi qui s'est greffé. Voilà, je pense. Et du coup, le couple, lui, est passé vraiment en dernier, quoi. Et vous avez pris des maîtresses, vous avez eu une sexualité à l'extérieur du couple ou pas? Non, parce que, alors, je vais pas me mettre une médaille, je n'ai jamais trompé ma femme, on va pas me donner une médaille pour ça, mais le seul truc c'est que, voilà, j'avais peur qu'elle s'en rende compte, j'aurais voulu essayer, mais par contre, aller dans des sites et tout ça, c'est pas trop mon truc. Et... Bien sûr. Voilà. Et ce qui veut dire que vous l'avez vraiment aimé, Olivier. C'est quand même tout à votre honneur. Moi, vous voyez, Olivier, je le répète souvent. Je crois qu'on confond, on ne se rend pas compte à quel point pour un homme la sexualité que lui offre une femme, c'est de l'amour. Et les femmes ont tendance à leur dire tu penses qu'à ça, mais en fait c'est juste parce qu'on n'est pas tout à fait pareil et que nos besoins sont pas tout à fait les mêmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier, Philippe Arlin? Ce que j'ai envie de dire à Olivier, c'est ça, c'est que il faut qu'il entende que ce n'est... Alors, c'est pas facile, peut-être, mais il faut qu'il entende que ce n'est pas une preuve de mésamour. Pour autant, c'est bien ce que lui puisse dire que il se sent
mal aimé. Et la difficulté, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la difficulté qu'une absence de sexualité risque d'engendrer dans le couple, c'est quand un des deux n'a pas envie, il va finir par fuir, y compris les câlins et les échanges de tendresse, et ce qui pourrait permettre d'affirmer cet amour dans le couple autrement que sexuellement. On va le fuir parce qu'on se dit que si on fait un câlin, l'autre va penser que peut-être il y a une ouverture, et comme on veut pas de sexe, on se prive, y compris du câlin, et c'est comme ça que ça devient extrêmement dangereux et que l'absence de sexe dans un couple va petit à petit venir détruire le couple, parce que ça détruit aussi les possibilités de preuve, d'échange affectif, de démonstration. Ça crée inutilement des tensions. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont naître parce qu'effectivement, encore une fois, la personne qui n'a pas envie ou qui a décidé de ne pas s'accorder du temps pour vivre sa sexualité, eh bien, va fuir les moments d'intimité et de rencontre avec l'autre. Ce qui fait que l'autre en face, non seulement n'a pas de sexe, donc il ne se sent pas désiré, comme vous le dites, pour beaucoup d'hommes, ça veut dire ne pas être aimé, et en plus, il n'a plus les câlins et l'affectif qu'il avait avant. Donc, on a une double peine. Sauf que là, on l'entend aussi, Olivier, vous l'avez dit, c'est que tout ce qui est tendresse et affection, ça se reporte sur les enfants. Donc vous êtes aussi exclu, voilà, si je puis dire, de l'affection qu'elle vous donne, qu'elle vous portait au départ. Oui. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu ce problème à la naissance de mon enfant. Bon, je dis pas, voilà, on avait des rapports, voilà, mais je pense qu'elle trichait. Je pense qu'elle n'a jamais aimé ça. Alors, voilà. tricher, le mot est un peu fort, Olivier. Je pense qu'elle avait le désir d'être enceinte, qui peut être un désir suffisant pour avoir une relation sexuelle. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas la même chose que le désir de faire l'amour. Exactement, oui. Vous voyez, mais quel tricher, non, je crois pas qu'il faille dire ça. Je pense que chez la femme, le désir d'enfant est un vrai désir qui cache son problème à la sexualité et à l'homme, Olivier. Là, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que elle en souffre? Ou est-ce qu'elle souffre de vous voir souffrir? Mais s'il n'y a pas de souffrance, ni pour elle, ni dans ce qu'elle pourrait vous faire subir, malheureusement, moi je pense qu'il faut être franc. Je vois pas très bien comment vous pouvez sortir de cette situation-là. Ah ouais, non. Pour moi, oui, je suis complètement dans une impasse. Le truc, c'est que de toute façon, moi j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait un jeune homme qui avait une copine et qui s'était aperçu qu'elle n'aimait pas faire l'amour, elle n'était pas du tout portée sur le sexe, et bien qu'il l'aimait quand même, il a décidé de rompre. Mais moi jamais j'aurais pu faire ça. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, au départ c'est pas pour le sexe, quoi. Je veux dire, voilà. Donc de toute façon, j'aurais vécu ça quand même. Je veux dire, voilà. C'est ce que je veux dire. Oui. Bah, écoutez, votre témoignage est beau, Olivier, et c'est triste parce que vous auriez pu être un homme heureux et grâce à la sexualité, mais malgré tout là, ce manque, il est forcément douloureux. Oui, complètement, c'est vrai. Mais moi, à la rigueur, je discute avec des copains qui sont plus âgés. Bon, ils me disent, voilà, il y a pas de relation sexuelle, même des couples plus âgés que moi. Mais ils ont gardé l'affectif, quoi, quand même. Je veux dire, voilà. Oui. C'est ça. Quand il y a l'affectif, mais quand il y a ni l'un ni l'autre, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de relation, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Mais c'est peut-être sur ça que vous pourriez dire, écoute, j'entends que tu n'aies pas de désir. Par contre, je suis pas OK sur le fait qu'il n'y ait pas de tendresse entre nous, parce que sinon, c'est un aveu de non-amour. Et peut-être qu'au moins, vous devriez oser parler de ça, de dire, OK, je peux respecter ton manque de désir, ton manque de sexualité. Pour autant, je ne vois pas pourquoi il se traduit par ce manque d'affectif. Alors OK, elle a trouvé un équilibre avec les enfants comme beaucoup de femmes et c'est tout à fait normal, mais
votre place d'homme dans sa vie, ok, que ça puisse ne pas être sexuel, mais vous êtes celui qui l'aimait, et donc demandez-lui qu'il y ait au moins cet amour qui passe. Ouais. Essayez, mais je suis pas très optimiste malheureusement, parce que quand la tendresse s'est arrêtée depuis longtemps, c'est très compliqué de la faire revenir. C'est difficile de la remettre, oui. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup, et on va continuer avec vous, bien sûr. Vous aussi, vous pouvez venir nous parler de l'absence de désir dans votre couple, ou du désir, pourquoi pas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à évoquer le désir avec Philippe Arlin, qui est avec nous, sexothérapeute, ou le non-désir d'ailleurs. Et c'est Magali qui est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe, ravi d'être là avec vous. Merci, bonjour. Merci bien. Eh bien, vous n'êtes pas la femme d'Olivier, visiblement. Oh mon Dieu, non. C'est vrai que je suis pas du tout comme ça. Moi, en fait, le désir, j'en ai fait presque une philosophie de vie, parce que je me dis c'est quelque chose dont on a le contrôle soi-même, et que finalement on dépend pas beaucoup des autres pour être dans le désir, et que finalement, vu mon âge et mon parcours de vie, entre mon couple, mes enfants, mes travails, etc., et c'est quelque chose où je me suis souvent rattachée. C'est-à-dire ces genres d'ancrage, rapport au désir que j'avais de passer du bon temps, parce que j'adore vivre dans la joie, et que finalement je me suis vite rendu compte que la vie faisait que parfois elle vous rattrapait et elle vous faisait passer des épreuves. Et j'avais pas envie en fait que dans mon couple on passe des épreuves comme ça, et que finalement au sein de mon couple je me suis toujours dit bon, ça va être mon allié, et donc le plaisir, le désir, on va essayer de le garder à fleur d'eau, même si au bout de plus de 20 ans de vie de couple, on se doute bien qu'effectivement ça n'a pas toujours été facile, et que c'est passé des fois par le creux de la vague en termes de désir, parce que le travail, les enfants surtout, petits, grands, ados, voilà, et que il fallait bien avoir à l'œil toujours ces signaux d'alerte qui font que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Voilà. Et alors, ces signaux d'alerte, justement, on n'en a pas encore parlé. Et je pense que c'est important de donner des indices à ceux qui nous écoutent. Ce serait quoi, Magali? Et puis après, évidemment, Philippe Arlin et moi-même, on essaiera d'en signaler aussi quelques-uns. Alors, ces signaux d'alerte, moi, je les trouve assez faciles, parce que c'est ce que vous aimiez et ce qui ne se produit plus. Donc c'est par exemple regarder la télé, regarder un chouette film, une chouette série, et tout d'un coup, alors que vous ne vous rappeliez depuis des mois de jamais aucun fin de film ou aucun fin de série, et de se dire tiens, maintenant je vois la fin des films, tiens, c'est bizarre. Voilà. Parce qu'avant on préférait s'embrasser et faire l'amour plutôt que de regarder la fin du film, ça ne posait aucun problème. Ou aller manger au restaurant dans une petite thune sympa, puis tout d'un coup vous avez votre chéri qui vous dit tiens, tu mets plus la jolie petite jupe que j'aimais bien. C'est sûr, je rentre plus dedans. J'ai pris 25 kilos. Oui, ça c'est autre chose, mais en effet, l'indice de l'autre qui, par exemple, pour dîner le soir, même si on reste à la maison, garde sa salopette avec laquelle il a jardiné, ou le survêtement avec lequel elle a passé la journée à faire le ménage. Ça, ce sont des signes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, ou on estime qu'on n'a plus envie de séduire l'autre. Philippe Arlin, ça. Je trouve que c'est un signe très important. C'est pas forcément des signes de perte de désir, mais ce sont des actions qui vont amener la perte du désir, parce que ça veut dire que là, on n'a pas compris qu'il fallait l'entretenir. Et que penser que le désir de l'autre va rester le même, qu'on fasse attention à nous, à notre manière d'être habillé, ou qu'on n'y fasse pas attention, qu'on fasse attention à notre manière de parler, ou qu'on n'y fasse pas attention, elle est là l'erreur. C'est-à-dire qu'on est installé dans une espèce de couple certitude où le désir, comme le reste, serait un acquis qui ne peut pas être mis en cause. Et là, on risque de tomber de haut, parce qu'il y a un matin, on va se réveiller et on va se rendre compte que ce désir, il est en train de disparaître, et qu'on était tellement enfermé dans nos certitudes
que non seulement on n'a pas vu venir, mais on n'a rien fait pour que ça arrive, que ça n'arrive pas, pardon. D'où la nécessité de continuer à se séduire. Et d'ailleurs, on le voit, les couples qui ne vivent pas ensemble, ou alors les couples d'amants-maîtresses, eux ont rarement des pannes de désir parce que justement, ils se voient pas. Enfin, le quotidien n'est pas là pour l'endormir, ce désir. Oui, et puis le quotidien n'est pas prioritaire. À partir du moment où j'ai rendez-vous avec mon amant ou ma maîtresse, je vais me préparer pour retrouver l'autre, et dans l'idée de retrouver l'autre, c'est évident qu'il y a mon désir qui va être questionné, qui va être brassé. En tout cas, si on se voit pas souvent, on va mettre un peu en priorité. C'est toujours une histoire de dossier. Là, je vais mettre en priorité mon dossier sexuel. Si je vais voir ma maîtresse, c'est avant tout pour ça. Et donc, je vais faire en sorte de vivre ma sexualité. Si on commence à avoir le quotidien en commun, eh bien, il y a aussi cette idée, si on le fait pas maintenant, on le fera plus tard ou on le fera demain. C'est-à-dire que ça y est, on n'est plus dans la priorité de ce qui doit être fait. On laisse le dossier petit à petit passer en dessous et très naturellement, les choses ne sont plus dans cet état d'effervescence du désir parce que dans le désir, il y a ce qui nous manque. C'est aussi ça, désirer ce qui nous manque. Donc quand l'autre n'est pas là, on désire, on projette, mais quand l'autre est là tout le temps, pour beaucoup, c'est difficile. Pourtant, il y a des clés et on n'a pas besoin de ne pas habiter ensemble pour garder le désir vivant et fort, mais il faut être attentif, ça demande d'être vigilant. Magali, vous faites partie de ces femmes qui ont pas de mal à avoir du plaisir, qui aiment la sexualité. En même temps, vous n'êtes pas comme certaines femmes qui sont dans le besoin absolu d'avoir du sexe, parce que on sait, les couples, on entend quand même de temps en temps des couples qui eux n'ont aucun problème de désir parce que tous les deux sont dans un besoin sexuel important. Mais ça, c'est évidemment la minorité, la majorité des gens et notamment des femmes ne sont pas dans ce besoin sexuel très prégnant. Vous situeriez où à peu près, Magali ? En fait, déjà, rapport à ce que dit Philippe, c'est très très juste. Mais moi, je mettrais un tout petit truc, quelque chose en amont de ça. C'est-à-dire qu'avant de plaire à l'autre, faut déjà se plaire à soi. Moi, dans ma mode de vie, j'avais pas envie de devenir celle que je ne voulais pas être. Et c'est au travers de ça où je me suis dit non, c'est pas parce que j'ai pris 25 kilos dans mes grossesses que je vais devenir maintenant une maman qui pourra plus s'habiller comme elle a envie. C'est pas parce que on vit ensemble que je ne serai pas la maîtresse de mon chéri, parce que moi aussi j'aime me trouver jolie et j'aime me voir dans l'œil de mon chéri aussi de cette manière-là. J'ai envie d'être cette maîtresse qui retrouve le soir, même si on habite sous le même toit, et quand il rentre du travail ou que moi je rentre, j'ai envie d'être cette femme encore séduite et être séductrice de ça. Et ça, c'est important parce que ça, c'est vraiment un amont. C'est être celle rester devenir celle, rester femme, exactement. Et la sexualité, pour moi, comme pour vous répondre, Brigitte, ça a toujours été un ancrage très très fort chez nous. Et le fait de ne plus faire l'amour a toujours été un signal aussi précurseur de se dire, tiens, pourquoi on ne fait plus l'amour aussi souvent ? Oui, et de se dire les choses tranquillement, gentiment, sans animosité, mais d'être conscient de ce qu'on est et de ce que on désire vraiment. Et ça, voilà. Et la sexualité, dans ces moments-là où il n'y a plus de désir, ne doit surtout pas, à mon sens, être un enjeu de chantage. C'est-à-dire que puisqu'il m'a pas plu, il m'a pas séduit, il est resté en jogging, pour ça, on ne fera pas l'amour. Ça, je pense que pour un couple qui dure, c'est tout le contraire. C'est de lui montrer, comme vous avez été jolie à avoir passé cette jolie tenue et vous faites l'amour comme jamais depuis des jours et des jours, pour lui montrer que, voyez, vous méritez bien qu'il ne se mette pas en jogging. Vous voyez, comme si, en fait, le sexe ne devait pas être cet enjeu, mais au contraire, un signe de pouvoir, de montrer à l'autre ce que lui aussi ne doit pas devenir. Mais parce que c'est magnifique, mais vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous aimez être désirable. Et vous le revendiquez et vous en faites une force. Et donc ce désir, vous le gardez pour vous et le non-désir de l'autre vous atteint moins. Et effectivement, vous avez raison, c'est parce que vous allez être complètement dans l'amour et lui montrer que vous n'êtes pas
tombez sous l'influence de ce non-désir, de sa manière de s'habiller et tout, vous remettez de la force, mais vous le dites vous-même, parce que d'abord, vous avez avec vous le désir d'être désirable. Vous-même. Et oui, parce c'est ça que que je me dis... aussi une sexualité qui nous appartient. C'est ce désir en propre d'être désirable. C'est ça, et puis parce que au quotidien, on rencontre des gens qui sont dans le désir. Quand effectivement vous pesez 25 kilos de plus que votre poids normal parce que vous attendez un enfant et que au quotidien votre chéri il voit des petites minettes qui ont 25 ans toutes jolies dans leur petite tenue de travail, moi je me sens pas en défaut par rapport à elles. Au contraire, elles agissent de leur charme et tant mieux. Mais moi j'ai envie d'être aussi comme elle, en disant attends mon gars, tu les regardes, mais regarde-moi aussi comme je peux être aussi désirable. Bon, pas avec mon gros ventre, mais pourquoi pas en disant voilà, j'ai une force en plus. Et plutôt de jouer la victime, je sais pas si c'est victime de se dire voilà, il me regarde plus mon chéri, comment faire, mais toujours d'avoir une espèce de cran d'avance en disant oh bah regarde comme elle est jolie, bah regarde moi aussi, je suis pas mal, même avec mes kilos en trop, j'arrive à passer des trucs super sympas et voilà. Et en fait, mais voyez, là où vous fonctionnez parfaitement bien, et si toutes les femmes étaient comme vous, il n'y aurait pas de problème de sexualité dans les couples, c'est que au lieu d'être envieuse, jalouse par rapport à des éventuels rivales, au contraire, ça motive votre libido, ça vous rend encore plus active dans l'envie de rester séduisante et de provoquer le désir chez votre compagnon. Et vous avez raison, parce qu'un homme qui aime une femme, il ne la voit pas vieillir c'est pas le problème, c'est dans la tête des femmes, ça. Vous êtes d'accord, Philippe Arlin, hein, c'est pas le problème. Oui. Et la souffrance, vous le dites très bien, la souffrance des femmes, c'est parce qu'elles cherchent le désir dans les yeux des autres. Et là, vous nous dites tout l'inverse, vous dites moi, je me regarde avec désir, je me trouve désirable, je me sais désirable. À partir de ce moment-là, vous avez une arme absolument incroyable entre les mains, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus du regard désirable ou non de l'autre, vous rendez son regard désirable, parce que vous savez désirable, une telle affirmation que, eh bien oui, ça l'emporte. Et si on est à l'inverse dans l'attente du désir de l'autre, eh ben c'est là qu'il y a souffrance. On a l'impression que l'autre ne nous regarde plus, donc on ne va plus vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'écarte sans avoir interrogé son propre désir. Merci beaucoup, en tout cas Magali, de ce message que vous envoyez aux femmes qui écoutent, et je suis sûre que ça peut peut-être en aider quelques-unes à mieux fonctionner. Maëva est avec nous pour 3 questions intimes, et puis vous pourrez en poser une ensuite à Philippe Arlin. Bonjour Maëva. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe Arlin. Bonjour, alors justement, est-ce que vous savez entretenir votre désir? J'ai pas dit le désir de votre compagnon, hein, j'ai dit le vôtre. Pas vraiment. Eh oui, pas vraiment. Ouais. Bon, ouais. Eh ben écoutez, hein. J'ai bien écouté Magali, du coup, à revoir, quoi. Oui, bah oui. Elle a tout compris, hein, mais c'est. Elle a tout compris, exactement. Mais c'est facile quand on est comme ça. C'est plus difficile quand c'est pas notre nature. Bon, deuxième question. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, Maëva? Assez les mains quand même. Ouais, c'est marrant le nombre de femmes qui regardent les mains chez un homme. Ouais, c'est après les fesses quand même aussi. Quand même. Oui, quand même. Et dernière question, est-ce que vous avez un bon souvenir de votre première fois? Il me semble que oui, c'est un peu loin quand même, mais il me semble que oui, oui. Oui. Tant mieux. C'était de la douceur en tout cas. Je vous laisse poser une question à Philippe Arlin. Oui, alors Philippe Arlin, j'ai une petite question pratique, pratico-pratique on va dire, parce que je suis donc célibataire depuis plusieurs mois et je n'ai pas de relation sexuelle, et je voulais savoir si le jour où ça fait plusieurs mois, ça va bientôt faire 1 an, donc est-ce que c'est compliqué, ça m'est jamais arrivé, est-ce que c'est compliqué ensuite d'avoir une relation sexuelle avec un homme? Alors c'est une très bonne question, on va faire une petite pause et Philippe Arlin vous répond dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous continuons avec Philippe Arlin, sexothérapeute, à qui on pose une vraie question pour un sexothérapeute. Maëva, donc, vous n'avez plus eu de relations sexuelles depuis un peu plus d'1 an, et vous posez la question à Philippe Arlin, est-ce que la machine va se remettre en route? Oui. Alors, il y a pas de réponse toute faite, hein, chacun étant différent, et puis ça peut dépendre aussi de votre âge, parce que le corps a sa propre évolution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre pire ennemi, ça va être votre tête, pas votre corps. Si vous arrivez à prendre votre temps, à justement, on en parle aujourd'hui, mais à être dans le désir, à vous laisser aller, et que, j'espère pour vous, vous tomberez sur un partenaire qui sait prendre le temps de café, il n'y a aucun problème. Votre corps va se rappeler, votre corps saura faire. Par contre, si vous êtes dans l'appréhension, votre corps va traduire votre appréhension. Oui, ça va être peut-être un petit peu plus dur, la lubrification viendra peut-être pas aussi facilement, le plaisir sera peut-être pas toujours au rendez-vous. Il faut vraiment que vous arriviez à vous détendre. Alors, il n'y a pas de bonne solution, mais il n'est pas idiot d'envisager de continuer à pratiquer des masturbations avec des jouets un petit peu avant, de façon à rester en contact avec son corps, avec son plaisir, parce que le corps, c'est une machine, il y a des muscles partout, et les muscles, il faut les entretenir. Et nos organes de plaisir doivent être entretenus, donc prendre soin de son corps, on n'a pas besoin d'avoir un ou une partenaire pour ça. Il faut savoir s'entretenir. La masturbation en fait partie, et utiliser des jouets est tout à fait adapté et à bon escient dans ce cas, puisque ça va permettre de maintenir, d'entretenir notre corps de façon à ce que, pour le dire avec simplicité, il ne perde pas la main lorsque le partenaire se présentera. Donc voilà les quelques conseils que je peux vous donner, mais surtout, votre pire ennemi, c'est votre tête, donc n'ayez pas peur de ça. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, Maëva, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a été un petit peu en jachère quelque temps, c'est pas mal de commencer par reflirter ensemble, comme font les adolescents, ne pas se sentir obligé rapidement d'avoir un vrai rapport sexuel complet. On peut très bien jouer juste à se caresser, à s'embrasser, à éventuellement avoir des rapports bucco-génitaux. Vous voyez, il faut que vous ayez réellement envie d'être pénétré. Et c'est en ça que je crois que ce que dit Philippe Arlin est essentiel. Vous masturbez de temps en temps? Oui, mais je reconnais que je n'introduis rien à moi, et je vais y remédier parce que... Voilà. Alors, impérativement avec du lubrifiant. C'est vraiment... Ça, c'est quand on introduit un jouet, il y a plein de tailles de jouets. Vous prendrez la taille qui vous paraît la plus inoffensive au départ, mais avec du lubrifiant, parce que faut quand même reconnaître que c'est pas le jouet, il nous excite pas réellement, donc on ne lubrifie pas spécialement. Donc c'est vraiment important. Vous êtes d'accord là-dessus, évidemment, Philippe? Ah oui. Ça me fait sourire. C'est rare. Non, mais je me vois mal effectivement l'image de lubrifier en regardant un sextoy. Ou alors, faut vraiment avoir une sacrée intimité avec son sextoy pour arriver à lubrifier, rien qu'en regardant. Faut déjà connaître la complicité qu'on a avec. Donc oui, effectivement, il faut penser, et j'ai oublié de vous le dire, et c'est tout à fait juste, il faut penser au lubrifiant, c'est indispensable. D'accord. Je vais remédier, et puis donc aller rueduplaisir.com pour voir si je trouve quelque chose adapté, parce que... Par exemple. Vous trouverez, il y a vraiment toutes les tailles, et je dis toujours, plutôt prendre une trop petite qu'une trop grosse taille, pour justement il faut absolument que vous n'ayez aucune sensation désagréable lorsque vous introduisez le jouet dans le vagin. Et je répète, il faut faire des mouvements de va-et-vient de manière à ce que vous sentiez qu'il y a à nouveau toute la zone périnéale qui fonctionne avec, comme le dit très justement Philippe, avec les muscles internes, etc. Oui, parce que on me disait que j'étais musclée, donc au niveau du périnée. Donc j'ai bien envie de l'entretenir. Voilà. Oui, on oublie un peu trop, on le fait après la naissance des enfants, et puis après
Eh ben non, le périnée, ce sont des muscles qu'il faut travailler régulièrement. Ouais. Sinon, Ouais. comme tous les muscles, ça s'affaisse un peu et avec l'âge, ça va pas en s'améliorant. Donc on fait un peu de sport et on cède de jouer si besoin. Et du coup, tout va bien. Ben, merci beaucoup pour vos conseils. J'en prends note. Mais je vous en prie, Merci. je vous en prie, on est là pour ça, Maëva. Mais c'est vrai que c'est important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, des masturbations qui sont des masturbations, bien sûr aussi pour avoir du plaisir, parce que on a parlé de la musculature qui s'entretient, Philippe Arlin, mais ce qu'on n'a peut-être pas encore assez dit, et pourtant c'est aussi le sujet du jour, c'est que le plaisir, la jouissance plutôt, plus on se fait jouir, plus on a envie de jouir et plus on jouit facilement. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas assez souvent dit. Ben oui, c'est un des mécanismes du cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau va travailler à l'économie. Si une zone de notre corps n'est pas utilisée, il va lui accorder peu de place et les sensations qui viendront de cette zone-là n'auront pas énormément d'écho. Plus on va l'utiliser, plus on va créer une zone prioritaire à l'espace de notre cerveau, et plus les sensations à ce niveau-là vont se développer, plus le plaisir viendra facilement. Donc, j'en profite pour le redire, et vous avez raison, Brigitte, pour toutes les femmes qui ont du mal à avoir du plaisir, il faut insister, il faut quoi? Parce que au début, ça peut être un peu laborieux, mais plus le chemin est ouvert, plus il va être facile, plus va se parcourir facilement, et plus le désir et le plaisir viendront facilement. Voilà, donc ça c'est vraiment important, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très dangereux d'arrêter la sexualité dans un couple, parce qu'au bout de 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, on n'en a plus envie, parce que on a pris l'habitude de ne pas faire l'amour, et le désir c'est le plaisir n'est plus à l'ordre du jour dans notre cerveau, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important d'entretenir sa sexualité. C'est notre sujet du jour en tout cas. On va, après les infos, pouvoir donner la parole à Juliane, qui est avec nous et qui a envie aussi de réagir, qui est mariée depuis de nombreuses années. On verra si lui aussi il a des problèmes de désir dans son couple ou pas. Vous pouvez nous appeler si vous avez envie de dire comment vous arrivez à entretenir votre désir. Peut-être qu'on pourra aussi dans la deuxième heure continuer à évoquer les indices qui montre que. Alors, je suis assez. J'aime pas dire quelle est la régularité des rapports sexuels dans un couple, parce que c'est très très variable suivant les couples. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut de toute façon se discuter dans un couple, et donc c'est important aussi d'arriver de temps en temps à en parler ensemble, si l'un ou l'autre considère que c'est pas assez souvent, qu'il est en manque, ou si l'autre considère que c'est trop souvent aussi. On a le droit aussi de dire les choses dans ce sens-là. Allez, on va laisser la place évidemment aux infos, mais vous n'échapperez pas à la devinette, Philippe Arlin. Vous avez l'habitude. Peut-être que vous allez la trouver. Bon, alors, c'est peut-être pas si simple, en fait. Alors, pourquoi certains hommes qui aiment vraiment trop leurs femmes sont infidèles, et pourtant ils les aiment. Alors évidemment, la réponse c'est pas parce qu'elle veut pas. C'est une autre réponse un peu drôle, puisqu'il s'agit d'une devinette. Alors, après les infos, vous aurez à la fois la réponse à la devinette, on va jouer aussi, et puis vous pourrez témoigner au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute. Le problème de désir dans le couple, c'est souvent une consultation qui est plus ou moins provoquée à cause des femmes. On l'a dit, même si on a aussi des hommes qui peuvent être en panne de désir, de plus en plus d'ailleurs. C'est un phénomène assez nouveau qu'on remarque. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir. Mais d'abord, avant de donner la parole à Juliane qui nous a rejoint, quelle serait la réponse à cette devinette? Certains hommes aiment vraiment trop leur femme, alors pourquoi sont-ils infidèles? Parce que l'amour rend aveugle. Pourquoi pas? Non, parce que ça leur permet de ne pas user la leur. Voilà. Bon, elles sont pas toujours excellentes, mes devinettes. Je suis désolée, mais il faut en trouver une tous les jours. Bon. Oui, bon, ça va. Ça va, gentil, par là. On va être gentil. Juliane, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour Philippe. Moi je suis en couple depuis 26 ans. Oui. Et il a fallu nourrir notre couple durant toutes ces années. Et il y a eu des hauts et des bas. Alors je suis plus demandeur que mon épouse et je l'ai été dans les débuts beaucoup plus. Okay. J'allais dire jusqu'à la naissance de notre deuxième enfant, donc c'est-à-dire ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Ça a fonctionné très bien, puis après il y a eu une chute de la libido chez mon épouse. Voilà, et donc moi j'étais demandeur, et puis arrivé un moment donné où je me suis posé des questions, et je me suis aperçu qu'en fait c'était parce que je lui donnais pas assez envie. Donc c'était des mises en condition, arriver à lui donner envie d'avoir des relations avec moi. Alors, lui donner envie d'avoir envie. C'est en fait ça qui a été, le déclencheur de l'augmentation de sa libido. Et effectivement, plus on pratique, plus on a envie et mieux ça fonctionne. Voilà, donc vous parliez tout à l'heure des fréquences. Il y a des périodes où ça va être plusieurs fois par semaine, et puis d'autres ça va être 15 jours, 3 semaines, mois sans sexe, ça dépend. Ça dépend aussi de sa charge mentale. C'est comme ça que je me suis aperçu, c'est-à-dire que quand elle est préoccupée par plein de choses du quotidien, de son travail, elle a moins envie. Voilà, quand il faut, tout ce qui est tendance dans la cuisine, dans le ménage, et le fait d'y participer, de faire des choses, je sens plus, libre d'avoir envie. Je me suis ce que je trouve, oui, mais justement, Juliane, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes à l'écoute de votre partenaire et vous observez et vous avez remarqué, et je suis sûre que vous avez cette capacité justement à ne pas la harceler quand vous voyez que de toute façon elle n'est pas du tout disposée à ça. Bon, vous attendez et je crois que ça c'est quelque chose qui est pas toujours facile pour les hommes, hein, Philippe Arlin. Oui, on a l'impression que déjà que l'autre ne réponde pas à notre désir, il y a un problème, et on identifie mal le pouvoir qu'on a. C'est-à-dire que plutôt que de rester impuissant en disant j'ai envie, t'as jamais envie, et du coup on est coincé, on est victime, devenir proactif, c'est quelque chose de fondamental, et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez trouvé, Juliane, et c'est ce qui donne la solution. C'est après tout, peut-être qu'il serait intéressant de réfléchir à comment je peux avoir envie. Parce que on n'a pas envie, parce que juste l'autre dit j'ai envie. L'envie, c'est pas une réponse. L'envie, c'est quelque chose qu'on doit ressentir à l'intérieur. Et donc, très simplement, en dialoguant, on peut découvrir des attitudes, des comportements, des choses qu'on peut mettre en place pour aider l'autre à avoir envie, et les deux sont gagnants, puisque on donne envie à l'autre, l'autre a envie, et du coup on en bénéficie, puisque on est plus demandeur, frustré d'avant. Donc c'est extrêmement important de s'emparer de ce pouvoir que nous avons tous, les hommes, et toute personne qui est face à quelqu'un qui n'a pas de désir. Qu'est-ce que nous faisons pour rallumer ce désir, plutôt que de se plaindre, plutôt que d'être tout le temps dans la frustration? Est-ce qu'on est proactif? Est-ce qu'on aide notre partenaire à retrouver son désir? Oui, c'est un petit peu de cet ordre-là. Après, moi, je sais que j'ai envoyé pas mal de textos. C'est des petits moments coquins où il y a des allusions à demi cachées, mais qui mettent un appétit. Voilà. Après, je sais que plusieurs fois, je me suis fait draguer et ça a ravivé sa flamme, entre guillemets. De voir que je pouvais plaire à une autre femme et qu'elle me le montrait. Voilà, alors lui dire, elle était présente et d'autres fois non. Je sais que c'était... ça, alors je sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas, ça lui donnait encore plus envie. Non, mais c'est aphrodisiaque, savoir que l'autre, ça c'est très aphrodisiaque. En revanche, attention, il faut pas jouer avec ça avec des personnes qui sont c'est à manœuvrer avec. Oui, mais quand ça marche, c'est très aphrodisiaque, absolument. Et dans les deux sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire quand je vois du désir dans certains regards d'hommes, ça me donne encore plus envie. Et il y a aussi tout un discours qui a changé chez moi, c'est-à-dire que pendant longtemps j'avais des besoins, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était des besoins physiologiques,
j'allais dire, mais lui dire et lui montrer que j'avais du désir pour elle et pas des besoins que je devais assouvir, ça a changé beaucoup de choses. De mon discours, ça a entraîné beaucoup de conséquences physiques chez elle. Ça a vraiment changé les choses. De lui exprimer mon désir pour elle, plutôt que de lui dire que j'avais besoin de sexe. Bah oui, parce que là, vous lui parlez d'amour. C'est extrêmement important parce qu'on a un peu trop tendance à présenter ça comme un besoin quasi vital, donc comme une pression qu'on met sur l'autre, et remettre ça dans le contexte, comme vous le dites, ça va alléger. Pour la femme, ça va lui permettre de mieux comprendre, de pouvoir mieux y ressentir notre amour et non pas une espèce d'urgence des organes qui fait que on n'a pas le choix, faut qu'on le fasse. Et ça, c'est très important qu'on change, nous les hommes, qu'on change notre discours autour de ces gros besoins qui nous rendraient, on n'aurait pas le choix. Et qu'on comprenne qu'on a le désir et que l'amour qu'on a pour notre partenaire nourrit ce désir, l'augmente, et que c'est avant tout à ça qu'on a envie de répondre. Oui, je suis d'accord. Oui, vraiment. Il faut en fait que la femme se sente sujet et non pas objet. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est vraiment la mettre dans une position de sujet et non pas simplement l'objet qui va me permettre d'assouvir mes désirs. C'est elle, voilà, c'est de elle que j'ai envie et lui montrer, lui dire. Et dire les choses, c'est bien, mais des preuves d'amour, c'est encore plus, pour moi, important. Donc des petits gestes. Voilà. Ouais. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas encore dit et qui est important. Le désir, il va revenir si, lorsqu'on a fait l'amour, l'après-amour, l'après-sexe, pour être carrément clair, il est tendre et il montre à quel point ça a rapproché le couple, ça a prouvé qu'il y avait encore de l'amour dans le couple. C'est quelque chose dont les femmes sont extrêmement sensibles. C'est vraiment cette allez, on va dire cette quatrième phase de l'acte sexuel qu'il faut absolument pas zapper pour que le désir reste présent pour la prochaine fois. Vous êtes d'accord, Philippe Arlin, j'imagine? Bah oui, c'est vrai que si on se retourne et qu'on s'endort sur l'oreiller, on vient de transmettre à notre femme le message que le seul but là, c'était clairement d'arriver à notre jouissance et que maintenant qu'on l'a, on dort. Alors que si on reste effectivement avec l'autre, on lui explique à quel point ce plaisir est venu prendre place dans une communion avec elle et que ça nous a permis de la retrouver et qu'on est bien avec elle et que cette intimité qui perdure, c'est ça qui nous plaît. Et donc, évidemment, on a fait passer le côté animal, égoïste de notre sexualité à l'arrière-plan, là où il devrait rester, et on a mis en avant le côté séduction, partage, relation. Exactement. Merci Juliane, en tout cas de votre témoignage et bravo à vous. Je crois que vous avez compris comment fonctionne votre femme. On va jouer aujourd'hui aussi avec ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner un séjour en famille au parc Futuroscope ou peut-être aussi cette fameuse séance photo par un professionnel, cette shootingbox.com. Bref, il y a des cadeaux au pied de ce sapin de Noël sur Sud Radio, vous le savez. Et pour gagner, vous nous appelez au 0826 300 300. Ce sera le 10e appel qui sera notre gagnant aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause et puis on va retrouver Eléa dans un instant qui va témoigner à son tour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin, sexothérapeute, auteur de ce livre « Libérez votre désir » aux éditions Poche de la Musardine, nous aide à comprendre l'importance du désir dans le couple, parce que sans désir, c'est un peu compliqué de maintenir la sexualité, on l'imagine bien. Bonjour Eléa. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Eléa. Merci de témoigner Eléa. Donc, avec plaisir. Vous êtes un petit peu éloignée à cause de vos grossesses, hein. Bah oui, on l'a peut-être pas encore abordé de plein pied ce thème. Hein. Pas que ça. Pas que ça. Non, parce que les grossesses ont eu lieu il y a 9 et 8 ans. Donc du coup, il y a eu aussi, on va dire, un manque de communication. Donc l'éducation aussi a essayé de mettre en place.
Et en fait, j'ai eu l'impression de ne plus exister. J'étais la femme au foyer. Alors même si je travaillais à côté, mais c'est moi qui organisais tout. Et un genre de surmenage de tout ce que je devais entreprendre. Peut-être pas très bien organisé non plus. Et du coup, j'avais l'impression que j'avais plus de défauts que de qualités. Et donc, j'étais pas à ma place. Et là, on était à 2 doigts de la rupture. Mais vraiment, j'avais vraiment plus du tout envie de me battre. Hein. J'avais vraiment plus envie d'essayer quoi que ce soit. Donc, j'avais commencé déjà à ne plus laver ses affaires. Donc, ça commençait à être un peu plus grave que le début. Et plus de relations sexuelles. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a que ça qui pouvait le faire rebondir. Alors, j'ai eu du mal à mettre ça en place parce que je trouve ça horrible. On se marie pour tout, surtout pour la chair, puisqu'on voulait des enfants, tout ça. Et de punir un homme pour ça, je trouvais ça juste insoutenable. Mais d'un autre côté, je prenais pas de plaisir. Donc, je voulais lui faire comprendre à quel point je n'avais plus de sentiments et plus d'amour pour lui, tout simplement. Bien sûr. Oui. Et pour lui faire comprendre, il fallait le mettre au fait accompli, dans le sens où voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Et c'est là où ça l'a fait réagir. D'accord, et vous l'avez dit, hein, vous n'aviez pas de communication, donc dans ces cas-là, malheureusement, et c'est en ça que c'est important de le souligner dans votre témoignage, Léa, quand il n'y a pas possibilité de communication, il faut acter quelque chose pour que l'autre soit conscient qu'il y a un vrai problème dans le couple. Alors après, ça a visiblement fonctionné avec vous. Là, on est vraiment sur le début d'un retour. Je verrai si, je sais pas si ça marchera. Et bon, je sais pas si il va tenir, on va dire, les promesses. C'est pas évident parce que j'imagine qu'il a certainement refoulé des choses dans son enfance qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas encore exploité. Et je sais pas s'il va ouvrir. Moi, je voudrais faire une thérapie de couple pour être sûre, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, en tout cas, on a parlé. Vous avez parlé et il a parlé, lui, il a dit ce qui faisait qu'il s'était, qu'il avait oublié de vous séduire, de vous surprendre. Parce que c'est ça le problème, Léa, c'est que vous visiblement vous vous exprimez, sauf qu'en face vous avez affaire à quelqu'un qui ne dit rien. Donc c'est ça le problème, hein, Philippe Arlin. Oui. Oui, j'avoue que ma peur là, c'est qu'il ait fait ce qu'il faut pour sauver son couple, mais qu'il n'ait pas compris sa part, sa responsabilité, et donc il ait réagi et qu'il ne soit pas en état d'action et de remise en cause et de transformation. Donc malheureusement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'une fois la tempête passée, qu'il aura l'impression que les choses sont redevenues calmes, eh bien il va retrouver ce qu'il n'aura pas transformé, il va le retrouver comme avant. Donc, ce qui est très important là, c'est que vous ne lâchiez pas et que vous lui fassiez comprendre que c'est pas juste le fait que ça reprend maintenant qui va suffire, c'est qu'il faut que vous sentiez une véritable transformation, une prise de conscience et pas juste la peur de vous perdre. Oui, parce que par exemple, là, on s'est parlé il y a 2-3 jours, donc c'est vraiment tout frais. Et on a mis des mots, on a écrit, on s'est envoyé des messages aussi, parce que c'est peut-être plus facile de s'envoyer des messages que de se parler. Et en fait, hier, je rentre très tard, parce qu'on a une soirée du personnel. J'ai un rhume, alors pas possible. Je me mets au lit et là, il me colle comme s'il m'avait retrouvé depuis 107 ans, mais tu sais, là, je suis très fatiguée et alors j'ai un rhume pas possible. Mais en fait, ça l'a pas empêché d'essayer pendant une heure. Donc je dis, il a pas encore tout compris. Pas vraiment, non. Et puis et faire une fellation avec un rhume, Léa, c'est prendre des grands risques d'être asphyxié. Non, mais bon, là c'était pas le moment en fait, parce que vu l'heure, je sais que on se lève, on a les enfants, donc il y a quand même une routine. Et puis bon, c'est pas parce qu'on s'est parlé qu'il faut tout de suite sauter sur. Mais bon, il a toujours été très maladroit. C'est pas quelqu'un qui est adroit de toute façon, mais ça m'a jamais empêché de l'aimer. Mais je sais qu'il y a du boulot quand même.
Pour l'instant, si ça vous fait rire. Non, mais j'ai pas du tout envie de le quitter. Je suis quelqu'un de croyante. J'ai cru en lui. Je crois en nous. Après, voilà, faut qu'on arrive à trouver. Faut qu'il arrive à se lâcher, à ouvrir. Mais est-ce que le lendemain où vous avez pu lui dire, écoute, là, tu n'as absolument pas compris que je n'étais absolument pas disponible pour faire l'amour. Non, parce que c'était hier soir, donc là, il est parti très tôt ce matin. D'accord, oui. Parce que j'ai essayé de lui en parler. Oui. Je pense que c'est important parce que je pense que Philippe a raison. Il faut rien lâcher là. Il faut qu'il soit parce que dès que vous lâcherez quelque chose, le naturel va revenir au triple galop. Oui. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il a une grosse frustration en lui. Parce que toutes mes copines me parlent de lui comme si c'est quelqu'un de trop gentil, trop naïf, trop. Et à la maison, il n'est pas du tout comme ça. Il montre un petit peu le côté homme, c'est lui le plus fort, c'est lui. Et du coup, il a un double jeu. Il y a certainement un manque d'estime de lui-même qui est assez marqué. Et sa seule manière de chercher de l'amour et de l'affection, c'est le sexe. Oui, c'est ça. Oui, et puis en plus, il est en pleine possession de ses moyens, même plus que quand je l'ai connu, parce qu'au début, il avait quand même l'appréhension d'une nouvelle relation. Que là, il a vraiment. Mais il vous aime, ça c'est sûr, parce que c'est ça. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Il vous aime, mais il vous aime peut-être. Il faudrait qu'il vous aime mieux. C'est ce que j'aurais envie qu'il entende, Philippe Arlin. Oui. Mais moi, j'ai des problèmes de trop plein. Moi, je suis dans l'opposé de lui, c'est que moi, j'extériorise tout. Et très rapidement, c'est-à-dire que moi, ça monte et ça explose. Et je vais très loin dans mes explosions. Ça peut être même devant les enfants, donc c'est pas bon non plus. Donc on est à l'opposé en fait. On est deux. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit c'est le yin et le yang. On est l'opposé. Et pour moi, c'était bien. C'était quelque chose qui allait. Et en fait, c'est très destructeur quand même. Mais je crois quand même à l'avenir ensemble. Je suis assez fataliste quand même. Ouais, ne restez quand même pas englué dans le syndrome du sauveur. Mais Philippe Arlin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Eléa ? Je pense vraiment qu'il faut vraiment l'emmener vers une thérapie de couple, lui dire très calmement. Là, ce qu'on vient de traverser, on est capable de remettre le truc, mais rien n'est réglé. Moi, j'ai besoin de sentir qu'on reconstruit sur du solide, qu'on transforme les bases de notre couple de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Et j'ai besoin pour ça que tu m'accompagnes dans une thérapie de couple. Il faut qu'on avance, il faut que tu comprennes certaines choses. Voilà. Et pour moi, c'est indispensable. Je crois que vraiment, il faut que vous posiez les choses. Oui, je pense que ça... Oui, allez-y. Comment on trouve sur Internet ou sur Doctolib les thérapies de couple ? Parce que j'ai cherché, c'est compliqué. C'est vrai que c'est simple en fait de trouver, parce que j'avais été voir une psychologue qui était juste à côté de chez moi. On y était ensemble. Il est resté les bras croisés. Il dit non, ça sert à rien. Et en fait, c'est vrai, elle nous laissait parler, mais. Voilà, mais vous avez raison, Eléa. Là, il faut quelqu'un de solide. Mais moi, encore une fois, vous pouvez par téléphone faire une consultation de couple, notamment avec Philippe Arlin qui est avec nous aujourd'hui, ou avec d'autres de mes invités qui sont en principe excellents, puisque je fais attention de les choisir et de les trier. Voilà, donc n'hésitez pas. On peut regarder sur Internet et les trouver en tout cas. Quelque Il y a pas de... Vous avez nos noms, vous nous trouvez. Et effectivement, comme le dit Brigitte, on a mis en place aussi des consultations en visio pour permettre ce genre de choses. Ça marche aujourd'hui, c'est l'avantage quand même de l'après-Covid. Merci beaucoup, Eléa. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler du Kama Sutra, mais vous verrez, c'est assez intéressant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jérôme Cahuzac, pourquoi avez-vous menti ? Ce que j'ai fait, ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer.
En général, on ment quand on est acculé, on ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais même en disant ça, je suis gêné parce que je ne me trouve pas d'excuses. Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, je suppose que vous avez lu le Kama Sutra de Vatsyayana, mais il y a des fois des choses un peu stupides, mais parfois il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et alors justement, j'ai retrouvé, d'après le Kama Sutra, les 9 types de pénétration que peut faire l'homme. Et comme je dis souvent que pour maintenir le désir et le plaisir chez une femme, il faut un peu la surprendre. Donc je vais vous passer en revue ces 9 pénétrations, ces 9 manières de coïter, si je puis dire. Voilà. Alors là, il y a la pénétration en mouvement en avant, donc ça c'est quelque chose d'assez classique évidemment. Alors il y a la friction, donc c'est le pénis qui est tenu dans la main et qui est tourné en rond dans le vagin au bord des lèvres, donc avec une pénétration très peu profonde. Je crois que tout le monde la visualise. Il y a le percement, donc là c'est le pénis qui frappe la partie supérieure du vagin, c'est-à-dire là où se situe le point G. Le frottement, donc c'est un peu dans la même situation, sauf que le pénis frappe la partie inférieure du vagin. Il y a la pression, donc c'est là où le pénis va presser le vagin pendant un temps assez long, c'est-à-dire ce sont des va-et-vient lents et assez profonds. Alors il y a la 6e, ça s'appelle le coup, c'est le pénis donc qui est hors du vagin, qui revient très brutalement, c'est le mot est peut-être pas adéquat, mais en tout cas très vite et qui frappe profondément. Le 7, c'est le coup de Véra, donc le pénis revient frapper seulement une partie du vagin. 8, c'est le coup du taureau, le pénis est retiré entièrement et puis reste un petit peu dehors et revient. Et 9, le coup du moineau, le pénis reste dans le vagin et effectue des mouvements de va-et-vient très très rapides mais pas très profonds sans en sortir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un peu imagé et un peu drôle et peut-être un petit peu pas forcément très réaliste, Philippe Arlin, mais ça montre bien qu'avoir un peu d'imagination et de surprendre un peu sans faire systématiquement toujours les mêmes mouvements dans le coït, du pénis dans le vagin, c'est intéressant parce que justement ça surprend un peu, quoi. C'est pas que ça surprend, c'est qu'on va faire appel à différentes zones, on va faire appel à des plaisirs différents, et nous, ça nous amène à mieux maîtriser notre pénis, parce que tout qu'on fait, on maîtrise pas tant que ça, on sait pas tout des éléments, et c'est intéressant de savoir qu'il est aussi intéressant d'aller lentement, profondément, que d'aller rapidement à l'ouverture. En tout cas, d'alterner ces différentes techniques peut être intéressant. Et puis, moi, ces 9 techniques, je les connaissais et j'ai toujours conseillé à certaines de mes patientes de les utiliser avec un sextoy, parce que c'est pratique à faire. Et du coup, il y a une grande découverte, y compris pour une femme dans son vagin, parce que c'est malgré tout plus facile de manier un sextoy que le sexe de son compagnon qui des fois se laisse emporter par son propre rythme. C'est plus facile d'imposer à un sextoy un rythme, etc. et de découvrir comme ça différentes manières, différentes zones et différentes sollicitations possibles au niveau de son propre plaisir. Donc, avec un homme ou sans homme, avec un jouet, le Kama Sutra a encore des choses à nous apprendre. Oui, voilà. Bon, en tout cas, c'est assez imagé. Vous n'êtes pas obligé de le lire, le Kama Sutra, parce que c'est quand même, il y a quand même assez long, assez chiant, mais parfois il y a des choses qui sont quand même assez justes. Voilà. Cela dit, on n'a rien inventé depuis la nuit des temps. Nous avons notre gagnant. Bonjour Laurent. Bonjour. Eh bien, vous êtes donc notre gagnant du jour de ce grand sapin de Noël Sud Radio. Et donc, nous allons tout de suite découvrir ce que vous avez gagné. Écoutez bien. J'écoute. Alors, vous avez gagné un casque Bluetooth qui est offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Donc, vous pourrez écouter tous les podcasts de Sud Radio, mais pourquoi pas d'autres choses, évidemment. Alors ça, c'est déjà un très beau cadeau, Laurent, mais vous avez gagné également votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Donc, c'est 1 kilo de chocolat. Alors là, il faudra partager quand même. Des chocolats fondants. C'est madame qui va s'en occuper.
Oui, alors des chocolats fondants, croustillants, onctueux. Bref, vous pourrez faire plaisir à toute la famille pour Noël et peut-être aussi pour le Nouvel An si vous n'êtes pas trop gourmand. Voilà Laurent, c'est très bravo. Gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil, vraiment, j'apprécie. Et puis, un kilo de chocolat, ça fait 1 kilo de poids en plus, c'est tout. Bah, vous ferez du sport en chambre, Laurent. Alors, j'en fais naturellement, mais j'en fais, de toute façon, c'est naturel aussi, le sport en chambre, donc j'en fais beaucoup, j'en fais un peu plus, c'est tout. Et ben voilà, hein, du plaisir, du double plaisir finalement. Hein. Voilà. Complètement, on peut faire l'amour avec le chocolat, il n'y a pas de problème. Mais il paraît que c'est un aphrodisiaque en plus, le chocolat. Absolument, absolument. Écoutez, j'essaierai et puis je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est. D'accord. Merci Laurent en tout cas d'avoir joué avec nous. Et on continue bien sûr sur Sud Radio avec ce grand sapin de Noël. Vous pourrez peut-être aussi vous aussi gagner un cadeau jusqu'au 25 décembre. Vous pouvez aussi jouer, tenter votre chance en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Voilà, donc n'hésitez pas, peut-être que ce sera vous le prochain gagnant. On continue avec Charles qui est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous. Donc c'est vous qui avez de temps en temps, enfin, des pertes de désir, hein, c'est ça? Oui. C'est. Merci moi, en fait, mon cas, c'est simplement. Attendez, j'arrive. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, c'est intéressant parce qu'on a trop tendance à penser qu'il n'y a que les femmes qui peuvent avoir des pertes de désir, Philippe Arlin, mais les hommes aussi sont sujets aux pertes de désir. Et d'ailleurs, on remarque que c'est plus fréquent qu'avant. Oui. En tout cas, peut-être qu'ils osent plus en parler parce qu'il y a une honte pour un homme de ne pas avoir de désir, presque plus que pour une femme. Parce que justement, ça semble pas habituel. C'est comme si la virilité leur faisait défaut. Donc c'est compliqué pour un homme de venir. Donc je pense qu'il y a aussi une parole qui se libère et c'est peut-être pour ça qu'on a plus d'hommes aujourd'hui, mais je pense que ça a dû toujours exister. Bien sûr. Alors est-ce que Charles, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Alors racontez-nous, c'est depuis toujours, c'est nouveau, vous êtes en couple depuis combien de temps? Non, c'est très récent en fait. Moi c'est tout simplement à cause des prises de tête. Au bout d'un moment, j'ai plus envie quoi. Prise de tête dans votre couple, c'est ça? Ouais. Surtout pour rien, pour des trucs qui, moi, me passent complètement au-dessus de la tête. En fait, je m'en fous concrètement, mais il faudrait que ça ait de l'importance pour moi, alors que ça n'en a aucune. Enfin, c'est vraiment des petites choses, c'est pas des choses importantes. Et donc moi, au bout d'un moment, ça me gonfle et j'ai plus envie, quoi. Et en plus, après, elle vient me dire, mais tu m'aimes plus, tu me désires plus, je sais pas quoi. Alors que non, c'est simplement qu'au bout d'un moment, tu me saoules à longueur de temps, donc j'ai pas envie de toi, en fait. Tout simplement. Et ça, vous lui avez dit? Ouais. Oui, je lui ai dit. Et comment elle l'a pris? Elle boude. D'accord. Parce qu'elle croit que c'est justifié de me prendre la tête pour des trucs qui m'intéressent pas, quoi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps 4 ans. 4 ans, oui. Visiblement, c'est difficile de communiquer avec elle, il me semble. C'est pas que c'est difficile de communiquer avec, ça va. Après, se mettre d'accord, c'est encore autre chose. C'est ça, le truc. Je pense quand même, ce qui est peut-être important, elle aurait peut-être juste besoin que vous vous fassiez écho. Que ça ne soit pas important pour vous, je l'entends. Il faut, je pense, pouvoir entendre que c'est important pour elle. Et c'est peut-être ça qui lui manque. C'est pas tant de valider le fait que l'événement est important ou pas important, mais que vous arriviez à valider ce qu'elle ressent. En gros, elle a peut-être juste besoin de se sentir ok, j'entends, c'est important pour toi, mais moi, c'est vrai que j'y fais pas attention. Ça n'empêche pas de respecter ce que vous pensez, mais peut-être se faire davantage écho pour faciliter, parce qu'elle a l'impression du coup que vous en avez rien à foutre. Et je comprends ce que vous dites, c'est quand il y a trop de prise de tête dans un couple, le désir, il en prend un coup. On n'a pas envie, naturellement, notre désir va pas se manifester à un moment de tension, d'engueulade, et que ça soit homme ou femme,
c'est vrai que s'il y a trop souvent des tensions ou des engueulades, la première chose qui va en pâtir, c'est le désir. Mais il y a possibilité d'améliorer le dialogue entre vous deux et du coup faire en sorte que tout ça ne se bloque pas au niveau du désir. On peut pas faire la guerre toute la journée et faire l'amour le soir. Charles, vous pourriez nous donner un exemple de quelque chose qui est prise de tête pour vous et qui semble ne pas avoir d'importance. Juste un petit exemple, qu'on puisse partir sur du cas pratique. En fait, c'est l'accumulation. En fait, j'aurais pas de cas précis à vous donner. C'est l'accumulation à force de. D'accord, mais c'est. Elle vous critique, elle se plaint que vous n'ayez pas fait telle ou telle chose. Ça va être des trucs comme ça, des trucs où soit je le fais, ça aurait pu être mieux, soit je le fais pas, c'est un drame. D'accord. Et puis pour moi, c'est pas ma priorité en fait. J'ai d'autres priorités. Et au bout d'un moment, j'ai juste envie de lui dire, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. T'as qu'à le faire en fait. Et non, apparemment non, ça c'est pas une réponse. Mais c'est des choses à faire dans votre lieu de vie. C'est ça, ou des trucs même qui sont pour moi quoi. Mais elle est là, une tanne derrière. D'accord. Donc en fait, comme si c'était ma mère et ça me gonfle. Ouais, elle est toujours sur vous quoi. Elle est toujours sur vous pour vous critiquer, c'est ça? C'est l'impression que j'ai. Après, je pense pas que ce soit la motivation première, mais c'est l'impression que ça me donne, et donc moi, ça me coupe l'envie, quoi. Et vous avez encore le sentiment de l'aimer ou pas? Ouais, oui. Oui. Eh bien, il faut que vous réconciliez existent. Comment? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous réconciliez? Parce que oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. C'est ce qui est épuisant, c'est les montagnes russes, en fait. C'est ça qui est épuisant, c'est que on se prend tête pour un truc qui vaut pas la peine. Donc, en fait, une prise de tête qui était absolument pas nécessaire. Ensuite, on se réconcilie. Ensuite, ça repart sur un autre truc. Est-ce que oui, non, mais ça, en tout cas, vous la trouvez chiante. On ne se permettrait pas de le dire, mais vous la trouvez chiante. Mais elle était comme ça au début ou pas? Bah non. Et qu'est-ce qui se serait passé pour qu'elle devienne comme ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes en couple, vous êtes installé en couple? Non, c'est parce qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui lui met du stress, va aller déporter son stress sur quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est moi. C'est compliqué parce que vous avez du mal à communiquer. Visiblement, elle est pas. On ne sait pas trop non plus nous dans quelle mesure toute la responsabilité est sur ses épaules à elle. Moi, je pense, Charles, qu'il serait important de pouvoir parler tous les deux. Peut-être que ce serait bien d'utiliser, vous savez, le sablier. J'en parle de temps en temps, de manière à ce qu'elle ne vous coupe pas la parole et que vous ne lui coupiez pas la parole, et vous puissiez de manière très 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 sérieuse dire ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que lui dire, écoute, moi j'en peux plus, j'ai l'impression que de toute façon quoi que je fasse, ça ne va pas. Vous voyez, essayez alors peut-être, ou alors écrivez, je ne sais pas, mais de manière à ce qu'elle puisse se rendre compte que s'il n'y a pas quelque chose qui change dans votre couple, vous allez à la catastrophe. Et puis elle, sans doute que c'est quelqu'un d'hyper anxieux, c'est quelqu'un d'hyper mal aussi, hein, de toute façon, et il faut voir peut-être comment elle peut se faire aider. Je pense que c'est vraiment un problème. Mais encore une fois, c'est assez normal ce que vous dites, Charles. C'est assez normal de plus avoir envie d'elle à partir du moment où vous êtes sans cesse critiqué. Je rappelle qu'un homme a besoin d'être admiré. C'est ça qui nourrit son désir. Et à partir du moment où vous n'êtes absolument plus, vous êtes décrié sans cesse, c'est normal que vous n'ayez plus de désir. Mais là, en l'occurrence, je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre, hein, Philippe Arlin. Ah non, puis je pense que malheureusement, il faudrait aller sur des cas concrets. Là, on est vraiment sur une notion de thérapie de couple, c'est-à-dire apprendre à dialoguer, parce que dans un couple, c'est assez classique qu'il y ait des sujets qui paraissent très importants pour l'un et pas pour l'autre. C'est ce que j'appelle moi le mode d'emploi du couple, et il faut dès le début savoir se dire, moi je suis sensible à telle et telle chose,
Donc, si tu peux faire des efforts dans ce domaine, j'essaierai moi de faire des efforts dans des domaines où toi, tu es plus sensible. Et je pense que c'est ça. Quand on dit ça me semble pas important, ben oui, mais c'est un peu un jugement. À partir du moment où ça l'est pour elle, il faut qu'on puisse entendre ce qui est important pour l'autre, de façon à demander aussi à l'autre d'entendre ce qui est important pour nous. C'est parce que oui, sinon on a l'impression que elle doit avoir l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses et il y a rien qui change, donc elle s'énerve de plus en plus et ça bouge pas. Et vous avez vraiment l'impression que c'est toujours sur des sujets qui sont pas importants et qu'elle passe son temps à vous critiquer. Donc on rentre dans ce qu'on appelle malheureusement le dialogue de sourds et c'est dommage. Vous avez certaines... Oui, pardon, truc, Charles. C'est quoi? C'est que moi, ça me dérange pas de comprendre que c'est important pour elle, etc. C'est le truc, c'est que comme pour moi, ça n'est pas important, en fait, j'y pense pas. Oui, mais peut-être qu'il faut... truc que je veux mettre de côté volontairement, c'est juste. Non, mais Charles, on comprend bien. Vous avez tous les deux raison dans votre ressenti, sauf qu'à un moment donné, il va falloir que chacun fasse un compromis. Et pour ça, ça ne peut se faire que si vous pouvez clairement, froidement, l'un et l'autre, expliquer ce qui ne va pas. Alors si vous y arrivez tous les deux, formidable. Sinon, en effet, c'est là où vous avez besoin d'un tiers, de quelqu'un qui va écouter chacun et faire écouter surtout l'autre, parce que je crois qu'elle ne vous écoute pas et visiblement vous n'avez pas encore assez compris pourquoi elle fonctionne comme ça. Mais là, on peut malheureusement pas vous aider beaucoup plus, Charles. Mais vous avez, prenez le temps d'en parler vraiment clairement avec elle. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Jonathan qui nous a rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. On a vu à quel point le désir était essentiel dans un couple. Lorsque le désir est abîmé, on voit à quel point ça peut dérégler le couple. On l'a vu avec Charles, comment des problèmes du quotidien peuvent générer des pertes de désir. Et je suis contente que vous témoigniez, Jonathan, parce que vous, c'est un problème d'infidélité. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Vous avez donc, c'est votre compagne qui a eu une relation extra-conjugale et ça a coupé votre désir. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, c'est ça en fait, pour vous expliquer, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Oui. Et en fait, elle est partie à l'étranger pour ses études, un peu moins d'1 an. Et malheureusement, lorsqu'elle était là-bas, il y a eu tromperie. Après, j'ai réussi à l'excuser puisqu'elle m'a expliqué les raisons et j'ai pu le comprendre parce que voilà, ça n'est pas forcément bien sur d'autres aspects dans notre relation. Mais aujourd'hui, voilà, pour ce qui est de la relation elle-même, ça va. Mais moi, j'ai des blocages en fait dans mon désir envers elle. Parfois, le fait de savoir que il y a eu quelque chose pendant notre relation, même si on était loin, ça me bloque un peu, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Philippe Arlin? Alors, ça dépend quelle est la racine de votre désir. Est-ce que quelque part le fait d'imaginer ou de penser que ce corps que vous regardez, qui est devant vous, quelqu'un d'autre l'a désiré ou quelqu'un d'autre l'a possédé, vous met en difficulté? Est-ce que vous vous êtes senti en concurrence? Qu'est-ce qui est venu jouer pour vous? Ou est-ce que la tromperie est venue faire écho? Je pense que c'est ce que vous avez dit en premier, c'est le fait de savoir que que la femme que je possédais en fait a été à quelqu'un d'autre en fait, et le fait de savoir qu'elle a eu des ex, etc., ça ne me pose pas de problème. Qu'elle ait eu d'autres personnes avant, etc., ça me pose pas de problème. Mais le fait de savoir que c'était pendant notre relation, sans que je le sache, c'est là où du coup j'ai l'impression, est-ce que je la possède réellement, puisque quelqu'un l'a aussi possédé au même moment en fait. Oui. Mais en même temps, Jonathan, je pense qu'il y a un sentiment de trahison qui quelque part est très présent et qui coupe votre désir. Et là, c'est embêtant parce que c'est quelque part vous voulez la punir. C'est inconscient, mais vous voulez la punir, mais vous vous punissez vous aussi. Oui, parce que en fait c'est frustrant parce que même quand j'ai la sensation de vouloir avoir une relation, par exemple, avec elle. En fait, je vais juste pas y arriver parfois parce que je vais avoir un flash ou quelque chose comme ça et oui, vous êtes habité par cet intrus. Oui.
Vous êtes habité par certains. Je dirais la femme d'un autre, c'est plus la vôtre, c'est plus. Mais en même temps, je pense qu'il faut oser se dire qu'il faut aussi réfléchir sur cette notion de possession. À quoi ça renvoie? Et je pense que si vous voulez en sortir, il va falloir que de votre côté, vous puissiez être aidé pour faire un travail sur cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire de penser qu'on possède le corps de l'autre, que si quelqu'un... de quoi ça parle pour vous? À quoi ça fait écho? Et puis je pense que ça a abîmé votre estime de vous-même, Jonathan. La confiance et la confiance, hein, toutes ces choses qui font que vous êtes, parce que vous le dites bien, vous perdez votre érection et donc c'est frustrant. Ce qui montre bien qu'il y a un problème de confiance à la fois en elle et en vous. Et ça, je crois que c'est vraiment important que vous puissiez l'exprimer très clairement, très profondément à quelqu'un, que vous puissiez être entendu. C'est pas de votre faute, mais il faut que vous puissiez l'exprimer de très clairement et que vous puissiez comprendre d'où ça vient, jusqu'où ça remonte, parce que c'est votre propre histoire là qui est en jeu. Vous comprenez? Elle a réveillé des blessures hein, qui étaient là hein, et qui ont été réveillées par cette infidélité. Si vous l'aimez, si vous avez envie de continuer avec elle. Ne tardez pas, parce que plus vous laissez les choses s'installer, plus ça va être difficile. D'accord ? Mais là aussi, c'est normal, ça arrive. Je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses, Philippe Arlin, mais il en resterait évidemment encore beaucoup à aborder. En tout cas, merci Philippe Arlin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je rappelle le titre de votre livre, Libérez votre désir. Les fêtes, justement, on en parle demain avec Guillaume de Brébisson, qui est thérapeute également, et on verra comment on va se concilier ces familles, belles familles, amour durant ces fêtes, et pourquoi ça nous remue autant. Ce sera le sujet de demain. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse, à demain.